Ça ne va pas être facile de parler de l'existence, dans le sens que nous ne pouvons pas la penser sans l'abolir. Il est difficile de la dire comme telle, comme objet, elle qui ne cesse de s'affirmer et de se dérober. Telle l'événementialité même. C'est ce que nous avons à résoudre lorsqu'elle s'arrête dans sa course et se pose à nous, toujours, à l'impossible, dans les moments critiques, en tant que patient, médecin ou philosophe, et cela dans une identité de situation, une communauté de combat, au fond des termes que j'ai empruntés à un dialogue entre Martin Buber et Emmanuel Lévinas, dans Nom propre, spécialiste au fond de la relation. D'où le titre du congrès, Souci de soi, souci de l'autre, problème majeur que Kierkegaard appréhendait et que Lévinas, Merleau-Ponty, Henri, Maldinet vont poursuivre, ce que l'on appelle la nouvelle phénoménologie française. Exister, c'est avoir à saisir sa propre possibilité d'être, et celle-ci est sans limite. Comme l'emploie Maldinet, ce terme-là, à l'impossible. C'est avoir à devenir soi-même dans l'ambiguïté que recouvre le terme exister, existere. Être soi-même tout en pouvant avoir la possibilité de se situer hors de soi, existere, d'où le fameux être soi-même comme un autre, ni exclusivement soi-même, ni tout à fait un autre, de Ricoeur. La clinique de l'inquiétude s'enracine dans ce moment à surprendre, et à surprendre cette question. Est-ce que j'existe ? Parfois, cette question ne se pose plus. Elle signe la pathologie d'une existence caractérisée par l'absence de crise. Une existence qui tourne en rond, fermée sur elle-même sans pouvoir s'ouvrir à autre chose. Ici, il n'y a plus de nouvelle expérience qui peut être menée à son terme et provoquer une transformation de notre être. Il en va ainsi de ces moments extrêmes dans le vécu schizophrénique, de ces paroles du schizophrène. Je suis là et je n'y suis pas. Comme l'exprime la philosophie, le schizophrène nous dit « je ne suis le là d'aucune ouverture au monde ou à l'autre ». Et bien sûr, il existe toujours des tentatives de sortie. On va voir pourquoi. Le délire, le maniérisme. Et pourtant, en même temps, c'est ce constat qu'il nous faut surprendre. Cet échec est un appel à exister. Le souci de l'autre participe de ce paradoxe pour ne pas le laisser dans cette solitude. Il ne faut pas se méprendre, la crise n'est pas pathologique, il faudrait plutôt penser que l'homme n'existe qu'à partir de l'expérience critique. Il nous faut, psychiatres, considérer la clinique comme l'expression de la fermeture à une existence qui tente de s'affirmer et qui n'y parvient pas. Ce que nous nommons crise, qu'elle soit suicidaire, psychotraumatique, psychotique, d'ailleurs qui brille par son absence, psychosociale, sont justement les traductions d'un échec à s'ouvrir, à un autre temps, un autre monde, à un autre, d'ordinaire. Nous nous soucions peu de l'existence, elle s'écoule d'elle-même sans que nous y prenions garde, à notre insu, dans ce d'aucun nomme l'Iliade de la philosophie, c'est-à-dire dans lequel nous baignons d'ordinaire. La crise, elle vient nous rappeler l'existence, dans son échec à se dérouler, à se transformer. Quand est-ce que cela a commencé, demande tout clinicien. C'est à partir de ce moment-là, dit l'autre, en situation de patient. Quelle que soit la crise suicidaire, psychotraumatique, au décours d'un événement qui par essence est imprévisible, hors d'attente et d'atteinte et qui amène un bouleversement de l'existence. Comme les connaît très bien la médecine de catastrophe, un changement dans la tournure pathique de la perception et du monde et du soi, le Strophine de catastrophe.
Comme dans la crise suicidaire, comme dans la crise psychotraumatique, on est saisi par la permanence du soi, outrancière, parce qu'il faut exister pour quelque chose. Ici, il n'existe que par lui-même. Je suis ce que j'étais et ce que je serai dans la crise suicidaire. Au fond, c'est ce que le patient nous dit hier, aujourd'hui et demain. Pas le moindre interstice pour l'étonnement qui vient d'ordinaire briser la familiarité avec le monde et nous enjoint à être comme dans toute rencontre avec l'événement mondain ou humain, dans une confrontation avec l'altérité radicale de la rencontre. Effectivement, on a tous eu comme patient ce patient de Jérôme Motto. Si je rencontre quelqu'un, comme reprenait mon collègue, je ne le fais pas. Et ça, c'est le paradoxe de la pensée kierkegaardienne. Nous n'existons qu'à partir du moment où nous sommes condamnés à devenir autres, c'est-à-dire en demeure de s'anéantir à dessein d'exister. Le patient suicidaire, lui, le problème, c'est qu'il veut le mettre en acte, se tuer pour exister, être autrement, à tout prix, faute de mieux. La sollicitude, elle se place là, cette écoute, se comprendre, l'existant, cette fameuse trouvaille, en dehors du sujet, du moi, du soi. L'existant ne peut s'ouvrir qu'à l'altérité. Et vous connaissez cette phrase de Lévinas qui pose vraiment problème et qui mérite de nombreux travaux. En assumant l'existence, le sujet se pose. Il rompt tout attachement à l'anonymat, à l'impersonnalité de l'être. Mais cette venue à soi en forme de contrat irrésiliable avec l'existé, cette appropriation de l'existence se paie d'une rançon, l'enchaînement à soi. L'impossibilité, je le cite pour le moi, de ne pas être soi, marque le tragique foncier du moi, le fait qu'il est rivé à son être. Et cette découverte terrible de la présence inamovible, d'une existence inamovible, clouée au sol, et qui ne pourra bouger au fond que dans la rencontre avec l'autre. Cet autre très divers, l'altérité absolue de l'autre instant, la dialectique du temps, qui est la dialectique même de la relation avec autrui. Et face à cette souffrance d'être enchaîné, et quand Lévinas a forgé ce concept, et il l'a forgé lors de ses carnets de captivité. Il a écrit l'existence et l'existant durant cette période-là. Et au sortir, il va écrire l'évasion. Le fait à tout prix de trouver une sortie, comme le patient suicidaire. Face à cette souffrance d'être enchaîné, une invitation à l'évasion, le besoin de sortir de soi-même, nécessité et impossibilité de se fuir. Alors, face à ça, comment être les praticiens de l'inattendu ? La rencontre ne peut se contenter des objectivations toutes faites du monde du patient versus le monde du soignant. La rencontre participe de cet étonnement auparavant, vous n'existiez pas, mais à partir de cet instant, vous qui étiez étranger à la vie du patient, vous faites corps avec lui. Dans une présence commune, recherchée, mais en même temps qui restera inaccessible. Une rencontre qui est un événement, à la fois par le sentiment de plénitude qui peut submerger, mais aussi qui creuse un vide à partir duquel nous pouvons exister. Le moyen de sortir le patient de l'événement du suicide, mort qu'il veut lui-même mettre en acte dans sa répétition, alors que la réalité résiste à toute anticipation et toute répétition. Le réel, une fois de plus. Et ce qu'on attend, ne prédit pas, en aucun cas, un accueil radicalement différent dans le sentir, qui est l'expérience de s'ouvrir au monde, mais aussi de prendre acte ou de renouer avec l'ouverture du monde. Je disais, cette existence, nous ne pouvons la penser sans l'abolir. Et la voie que nous indique Kierkegaard, dont je vous propose de vous inspirer,
n'est pas celle de poser uniquement des problèmes auxquels vont répondre des solutions. On connaît ça, c'est notre pratique, c'est notre quotidien de clinicien, et parfois qui peut nous enfermer. Mais c'est aussi à sa façon être un problème, exister en tant qu'homme paradoxal, et Dieu sait que nous le sommes tous un peu. Une gymnastique de l'esprit qui présuppose de se soucier de soi et de l'autre, question liée, dans un devenir constant, passionné de pensées passionnées, et qui procède d'une tension perpétuelle, ni pure pensée, ni pure existence, ni pure transcendance, ni pure immanence. Je me tourne vers mes collègues. On peut rapidement apercevoir la fragilité d'une telle pensée qui nous amène à sérier les cas, les ressentis face aux cas. Autant de difficultés que mes collègues ont le courage de décrypter, élaborer. Sans la tentation de s'en détourner, la pensée de l'existence est une jointure, toujours fragile, à penser comme prise dans le mouvement de l'existence réelle, avec une manière de s'exprimer qui résulte d'une passion à ne pas cesser de la penser, comme ce qui s'échappe, sans espoir d'unité. Il faut penser le suicidant, la solitude inhumaine dans laquelle il réside. Je reprends là l'expression de Nicolas de Staël, dont il disait qu'il faut en venir à bout, en mesurant l'entière dimension de cette impossibilité lorsqu'elle se présente. Sa fille, Anne de Staël, disait que les tableaux tombaient comme des événements. C'était quelques jours avant le suicide, c'est-à-dire être en demeure de faire, de sortir, de s'évader à tout prix, avant de sauter du haut de sa terrasse d'Antibes. Une solitude existentielle qu'il nous faut rompre et qui enferme l'existant dans le champ enclos d'une crise qui n'en porte plus que le nom en raison de son caractère résolu et ultime. Les symptômes ici ne sont que des tentatives. Les tentatives, pensons-y, pour passer à autre chose. C'est même de cette profondeur commune à tous de l'existence dont il s'agit ici. Il nous faut toujours passer à autre chose. Le délire, les hallucinations, les réviviscences, la défenestration n'en sont que des avatars. On ne se suicide que pour exister le monde différemment. C'est notre lot à soi, à l'autre, d'où émerge notre souci commun d'une existence qui est en peine de se découvrir. On pourrait reprendre la phrase de Maldinet, « Deviens ce que tu es, mais tu n'es qu'à le devenir ». L'existence se soucie de soi dans un devenir constant, passionné de pensée passionnée, celle qui nous permet d'échapper à la raison, en quelque sorte devenue folle, qui ne parle que d'elle-même. Il en va ainsi de ces extrêmes que constituent les voies, signant l'arrêt du temps. Un sentiment de contradiction que révèle l'existence dans sa dimension du devenir permet de dépasser la crise. Si la raison envahit l'existence, elle l'abolit. Elle ne la pense donc pas. Mais en même temps, celui qui pense existe. D'une pensée dont il se garde sans cesse de la passer au crible du sentiment. La pensée de l'existence est intrinsèquement constituée par cette tension. La pure existence n'existe pas et désigne un lien, un rapport entre l'inachèvement et le tiraillement. On peut pousser qu'en dernier lieu, elle n'est autre que le sentiment d'existence. On le voit peut-être dans l'existence mélancolique. Tout en demeurant de façon caricaturale dans ses pensées ordonnées par les valeurs, le mélancolique hypernomique se protège du retour du sentiment d'exister, qui lui pose problème de façon aiguë, à nous aussi soignants, lorsqu'on craint l'initiation du traitement et que l'on a peur effectivement du passage à l'acte lors de la phase initiale. Ce retour brutal du sentiment du monde l'extrait de sa certitude résonante des valeurs, en trouvant, ou dans de rares cas, en retrouvant l'existence. D'ordinaire, lui qui vit en peine d'une subjectivité propre et qui ne cesse de s'appeler dans le vide. Moi,
si j'avais, dans la recherche d'une ouverture à l'existence, d'une possible issue critique qui lui est barrée, prisonnier d'une existence, prisonnier de ses valeurs. On pourrait d'ailleurs évoquer l'existence maniaque, toujours prêt à devancer l'arrivée de l'événement, tout juste arrivé, un petit peu avant, tout le temps, dans sa pure subjectivité. C'est de cette existence dont il est bien en peine, une existence fragile, mouvante et fragile, qui ne cesse de nous échapper dans sa manière de se manifester, imprévisible, sans espoir d'unité. Cette recherche de la crise comme un véritable ouvert, un appel à l'ouvert, un appel à l'existence. À la manière de Kierkegaard, pour conclure, c'est un peu ce que je viens de défendre. Les praticiens de la crise ne se contentent pas de poser des questions et des problèmes, mais son problème même, dans cet antre que d'aucun nomme, et là il s'agit d'un autre sujet, l'interexistentialité. Je vous remercie de votre écoute. Merci Frédéric pour cette intervention qui est en continuité directe avec l'intervention précédente, ne serait-ce que par l'anecdote qu'un certain nombre d'entre nous connaissent ici autour de Jérôme Motto et le pont de San Francisco. Est-ce que vous avez des questions ? Une au milieu de la salle et une au premier rang à droite. Oui, bonjour. À écouter votre propos, je fais un lien que je n'avais jamais fait et je voudrais vous demander votre avis entre, on pourrait dire, ce que vous avez dit sur la question de la crise suicidaire ou du suicide comme le fait de fuir un insupportable pour aller vers un changement. Je fais un lien entre ça. Je ne sais pas combien il y a de décès par suicide en France actuellement, 8 000, 10 000 à peu près, c'est l'ordre de grandeur. Moins de 9 000. Pardon ? Moins de 9 000. D'accord, donc ça s'est vraiment atténué depuis les années 80. Et je fais un lien entre ça et le nombre de disparus qu'il y a en France par an. Je sais que c'est environ 20 000, où ce sont des gens qui, étant dans un sentiment d'insupportable, à un moment tirent leur révérence et disparaissent et se font une autre vie ailleurs. Est-ce que ça n'est pas une alternative autre de la même problématique, selon la façon dont vous l'avez énoncé ? C'est ma question. C'est vrai que ça pose la question dans les deux cas de l'évasion. Alors là, elle est vraiment, on va dire, posée en acte, un peu en collant à la réalité. Je m'évade en quittant le lieu, uniquement. On va dire à moyen terme. Oui, Soubrier. Je m'adresse aux trois brillants conférenciers pour rappeler cette remarque de psychanalyste Steckel. Monsieur Soubrier, un peu plus fort, on ne vous entend pas. Lors de l'unique séminaire de psychanalyse, il faut dire freudien, en présence de Freud, en 1910 à Vienne, où il déclara « On se suicide avec le souhait de la mort de l'autre. » Le souhait de la mort de l'autre. La relation entre souci et souhait est possible pour les grands philosophes que vous êtes tous les trois. J'avoue que après le souhait peut être interprété de différentes manières aussi. Mais je ne sais pas quoi en dire parce que c'est pas dans la même orientation. Je ne sais pas comment il l'a dit et comment. Et, voyez, je ne sais pas si mes collègues ont des choses à dire là-dessus. J'ai pas entendu le début de votre question, donc je ne sais pas qui a dit ça. Ah, Freud. Il faudrait voir en quel sens il le disait. Le souhait de le suicide. Donc, Soudier, c'était le suicide et toujours le souhait de la mort de l'autre. Oui, mais je pense que ça,
dans le dispositif freudien, c'est cette idée que, au fond, toute violence à l'égard de soi-même est une introjection d'une violence qui serait déployée envers autrui. Donc, au fond, sa propre mort et l'échec de l'agressivité qu'on n'a pas pu déployer suffisamment à l'égard de l'extériorité. En un sens, ce que ça signifie, si on essaie de traduire ça simplement, ce que ça signifie, c'est que le suicide n'en est pas un. C'est-à-dire, au fond, on veut sa propre mort, mais c'est autre chose qu'on voulait. Ce qu'on voulait, c'était la mort de l'autre. Et voilà, on retombe sur l'erreur. Au fond, le suicide est une erreur. Il y a erreur de personne, il y a erreur de casting, quoi.